Et si le chaos qui déchire le Sahel était tout, sauf un accident? Imaginez un instant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger rompent brusquement avec l'Occident et se lient dans une nouvelle alliance militaire. Cette alliance, baptisée Alliance des États du Sahel, ne naît pas du hasard ni d'un simple élan de solidarité, mais d'une urgence, résister à une pression étrangère devenue insupportable. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut remonter le temps et examiner les événements qui ont précédé cette alliance. Le continent africain n'est pas étranger aux ingérences extérieures et aux bouleversements internes. Mais rarement, dans l'histoire récente, trois États voisins ont pris simultanément la décision radicale de rompre avec l'ordre établi, de défier ouvertement les puissances occidentales et de s'organiser autour d'un pacte de défense très concret. Fin décembre de l'an 2025, à Bamako, une réunion secrète bouleverse l'équilibre régional. Derrière des portes closes, un changement majeur s'opère. Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, est désigné président de l'Alliance. Mais au lieu de triompher, il lance un avertissement glacial. Le Sahel, prévient-il, est sur le point d'entrer dans un hiver noir. Ce terme, hiver noir, n'a rien d'anodin. Il évoque une période de grands troubles, de froid politique, mais aussi de ténèbres, où les repères habituels disparaissent. Dans l'histoire, de telles périodes ont souvent précédé des basculements majeurs. On pense à la Nuit de cristal en Allemagne nazie, prélude à des années de terreur, ou à l'hiver de la Révolution russe, où la faim et la peur précédaient la chute d'un régime. Ici, Traoré suggère une transition non pas vers une aube nouvelle, mais vers un tunnel d'incertitude, de menaces et de lutte pour la survie. Pour Traoré, l'instabilité qui dévore la région n'est ni fortuite ni due à la seule faiblesse locale. Il accuse des puissances étrangères de manipuler le chaos sahélien avec l'assentiment, volontaire ou non, de dirigeants africains. Une guerre invisible, orchestrée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, serait en cours. Ce récit renverse la perspective. Ici, la violence, la désunion et la peur ne seraient pas de simples symptômes, mais des outils stratégiques, maintenir le Sahel dépendant, divisé, incapable de s'affranchir. L'argent, le temps, la souveraineté et la réputation des peuples seraient méthodiquement sapés par des stratégies occultes, rarement exposées publiquement. Fermer les yeux sur ce qui se joue, c'est passer à côté du sens profond des crises africaines. C'est risquer de perdre la clé pour comprendre la domination moderne et imaginer un futur stable, autonome pour tout un continent. Comment une telle déclaration a-t-elle pu surgir? Pourquoi ce ton d'alerte? Plongeons dans les dessous de ce message qui pourrait bien redessiner l'équilibre régional. Pour comprendre la portée de cet avertissement, il faut revenir en arrière. Les mois qui précèdent ce sommet secret sont marqués par des bouleversements sans précédent. En réalité, elles s'inscrivent dans la longue histoire des tentatives d'émancipation du continent africain. Rappelons-nous du mouvement des non-alignés dans les années 60 qui, face à la guerre froide, avait tenté de préserver une autonomie africaine, mais qui, souvent, avait été rattrapé par les jeux de pouvoir des grandes puissances. Pourquoi trois États du Sahel ont-ils rompu avec l'Occident et l'Union africaine? Pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont-ils choisi l'isolement alors que tout semblait les pousser à la coopération? Pour saisir cette fracture, il faut comprendre la naissance de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Tout commence par une série de coups d'État, d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso, enfin au Niger. À chaque fois, des militaires renversent les pouvoirs en place. Les médias occidentaux les présentent comme des aventuriers solitaires ou des putschistes sans cause. Mais la réalité, c'est bien plus dense. Chaque putsch répond à un sentiment d'abandon, à la pression des sanctions internationales et au rejet grandissant de la présence française et occidentale, jugée inefficace, voire toxique. Prenons le cas du Mali en 2021. Après des années d'une guerre sans fin contre des groupes armés, la population ne croit plus aux promesses de la communauté internationale. Malgré la présence de plusieurs milliers de soldats étrangers et de milliards d'euros d'aide versés, l'insécurité s'aggrave. Les villages sont attaqués, les routes deviennent impraticables et l'économie s'effondre. Le sentiment d'abandon est total. Sous le choc des sanctions économiques, des embargos et des menaces diplomatiques, ces trois États se retrouvent acculés. L'Union africaine les met à l'écart, la CEDEAO les traite en parias et l'aide internationale s'évapore. Le divorce avec la France devient le point de rupture. Les bases étrangères ferment, les ambassades se vident, l'argent n'arrive plus. Dans cet isolement inédit, l'AES ne se construit ni comme posture idéologique, ni comme slogan panafricain de plus. Elle surgit comme un pacte de survie. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'enjeu n'est plus l'image ou la diplomatie.
Il s'agit de défendre leur intégrité, de protéger leur population et de ne pas céder leurs ressources à des acteurs jugés hostiles. Ce choix fait écho à d'autres moments de l'histoire du continent. On peut penser à la création de la Charte de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui visait à défendre l'intégrité territoriale des nouveaux États indépendants. Mais contrairement à cette époque, l'AES ne recherche pas le consensus continental. Elle revendique la rupture et assume l'isolement. C'est à Bamako, en décembre de l'an 2025, que la bascule s'opère. Un sommet, annoncé comme une simple formalité, va tout changer. Avant la passation officielle de la présidence de l'AES, un incident bouleverse la mise en scène. Ibrahim Traoré, au lieu de remercier ou de rassurer, prend la parole pour lancer un avertissement. Selon lui, l'Afrique de l'Ouest va traverser un hiver noir. Ce discours inattendu précède toute annonce officielle. Traoré ne cherche pas le consensus. Il parle d'urgence, affirme que ce sommet n'a rien d'administratif. C'est un point de non-retour. L'AES ne revendique plus la neutralité. Elle se veut désormais rempart contre des pressions qu'elle considère comme organisées et non accidentelles. Oublier ce contexte, c'est risquer de se tromper sur les intentions de l'AES. Ces choix ne sont pas de simples réflexes ou des dérives autoritaires absurdes. Pour ces dirigeants, chaque décision, chaque rupture, chaque mot est pesé, pensé pour répondre à ce qu'ils perçoivent comme un plan délibéré contre leur survie. Mais alors, que cache vraiment cet hiver noir évoqué par Traoré ? Qui orchestre cette nouvelle phase de la crise et qui en sera le véritable bénéficiaire ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter le fil des événements et décrypter les intérêts en jeu. L'histoire officielle ne dit pas tout, certains acteurs préfèrent l'ombre à la lumière. Le danger se cache-t-il dehors ou déjà sous le même toit ? Pour l'Alliance des États du Sahel, la menace ne frappe pas uniquement aux frontières. Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso et figure montante de l'AES, l'affirme sans détour, les grandes puissances manipulent l'insécurité comme une arme, la provoquent, l'entretiennent et s'en servent pour contrôler la région. Pourtant, ce n'est qu'une moitié du problème. Traoré vise aussi certains dirigeants africains. Selon lui, des chefs d'État, mus par la peur ou par intérêt, s'opposent discrètement à toute coopération et sabotent la sécurité régionale de l'intérieur. L'ennemi n'est donc pas toujours étranger, il partage parfois la même langue, la même histoire, le même drapeau. Cette double accusation change tout. La fragmentation du Sahel ne serait pas due au hasard mais au calcul. Diviser pour mieux régner, maintenir la région dépendante et impuissante. Les alliances se nouent et se défont en coulisses, tandis que l'insécurité justifie chaque intervention et chaque trahison. Pour illustrer cette mécanique, rappelons-nous du passé du Congo dans les années 60. La sécession du Katanga avait été soutenue par des acteurs étrangers, mais aussi par certains Africains soucieux de préserver leur pouvoir local. Résultat, un chaos prolongé, une économie pillée et une souveraineté compromise pendant des décennies. Face à ce jeu trouble, l'AES ne cherche plus à rallier tout le continent. Elle assume son isolement. Les trois États savent que l'opposition viendra, parfois même de leurs voisins, et que la solidarité affichée n'est souvent qu'un masque. Pour survivre à ce qu'ils appellent l'hiver noir, ils préfèrent la vérité à l'illusion. L'enjeu est colossal. Croire que l'Afrique ne subit que des agressions extérieures, c'est oublier la complexité des trahisons internes et affaiblir toute chance d'émancipation réelle. Le temps n'est plus à l'attente ni à la neutralité, mais à la vigilance. Car le danger, lui, ne prévient jamais quand il franchit la porte. L'AES avance donc seule, mais déterminée, face à des menaces multiples et mouvantes. Qui profitera vraiment de ce chaos orchestré ? Les mots ont cédé la place à l'urgence. Au sein du bloc AES, la survie ne dépend plus d'intentions affichées, mais de choix concrets et tranchés. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, rester neutre n'est plus envisageable. Il faut prendre parti, ou risquer l'effacement pur et simple. L'heure n'est plus au slogan. Désormais, chaque décision engage tout le destin de la région. L'alternative était brutale, s'unir ou plier. Les chefs d'État de l'AES l'assènent sans détour. Sous la menace d'ingérences étrangères et de divisions internes, ils édifient une alliance fondée sur des mécanismes réels, plus sur des promesses. Premier principe, la solidarité absolue. Toute attaque, qu'elle soit militaire, économique ou diplomatique, contre un membre sera traitée comme une attaque contre tous. Les sanctions ne seront plus isolées, elles seront partagées et la réplique sera commune. Pour ancrer cette stratégie, le Niger dévoile la doctrine des 3 piliers. Premier pilier, une armée unifiée, prête à défendre chaque parcelle du territoire commun.
Cette force vise à repousser les menaces extérieures, mais aussi à dissuader toute déstabilisation interne, qu'elle soit fomentée par des voisins africains ou des puissances lointaines. Deuxième pilier, la diplomatie concertée. Les voix seront harmonisées, les négociations menées ensemble pour mettre fin aux divisions sur la scène internationale. Troisième pilier, une banque d'investissement souveraine destinée à financer les projets régionaux sans dépendre des bailleurs extérieurs, à contourner les pressions financières et à bâtir une économie résiliente. Pour donner un exemple concret, dès 2026, les trois pays ont lancé la construction d'un corridor ferroviaire reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey. Ce projet, financé exclusivement par la banque régionale nouvellement créée, vise à désenclaver les économies, à faciliter les échanges internes et à réduire la dépendance vis-à-vis des ports étrangers soumis à des sanctions ou des blocages politiques. C'est un pari audacieux, mais il s'inspire des grands chantiers de développement entrepris par d'autres régions du monde, comme le Transsibérien en Russie ou la route de la soie en Chine. Mais l'AES sait que la guerre ne se limite plus aux armes. Le champ de bataille s'est déplacé. L'information est devenue un front vital. Les dirigeants intègrent ce nouvel enjeu à leur doctrine. Contrôler la narration, déjouer les campagnes de désinformation et défendre la réputation des peuples du Sahel devient aussi crucial que la protection des frontières. Face à l'escalade des sanctions, des procès politiques et des attaques médiatiques, la riposte sera double, narrative et judiciaire. Les États de l'AES préparent des réponses coordonnées pour neutraliser les accusations fabriquées et les récits toxiques venus de l'extérieur. Leur survie dépendra de leur capacité à contrer ces agressions invisibles mais redoutables. Prenons un exemple historique. Lors de la crise du pétrole dans les années 70, les pays de l'OPEP ont été accusés de tous les maux par les grands médias occidentaux. Pourtant, ils ont tenu bon, imposé leurs récits et modifié les rapports de force mondiaux. L'AES cherche à s'inspirer de cette capacité à retourner la narration pour rétablir un certain équilibre. Pourtant, le pari reste risqué. Si l'Union ne se transforme pas en système solide, même la volonté la plus farouche pourrait se briser sous la pression coordonnée des adversaires. L'histoire regorge de coalitions balayées, faute de mécanismes concrets. L'AES joue son avenir sur cette frontière fragile entre espoir et effondrement, mais ce n'est qu'un début. Car l'adversaire, lui aussi, affine ses stratégies et ne compte pas céder le terrain sans livrer bataille. Et si la première bataille se jouait dans les esprits, bien avant les frontières ou les armes? Pour l'Alliance des États du Sahel, la souveraineté commence là, dans les imaginaires, dans la confiance collective, dans la capacité à riposter à la guerre de l'information. Les dirigeants de l'AES l'ont vite compris. Aujourd'hui, la désinformation agit comme une arme redoutable. Avant même que les sanctions, l'isolement ou les menaces militaires ne frappent, une offensive médiatique sème la confusion et affaiblit la cohésion intérieure. Elle injecte le doute, fracture l'opinion et pousse parfois la population à se retourner contre ses propres représentants. Ce travail souterrain prépare le terrain à toutes les pressions qui suivent. Un exemple le prouve, le procès lancé par Orano, la société française, contre l'État du Niger autour de l'uranium. Lorsque la puissance militaire ou l'influence politique ne suffisent de plus, la pression juridique et économique prend le relais. Soutenue par une campagne médiatique internationale, elle vise à présenter l'AES comme dangereuse, irrationnelle, voire irresponsable. L'objectif est limpide, miner la confiance, délégitimer les décisions souveraines et rendre suspecte chaque victoire locale. Ce type de stratégie n'est pas nouveau. On peut remonter à la guerre d'Algérie, lorsque la France utilisait à la fois la force militaire, la pression diplomatique et la propagande pour isoler le FLN et décourager les soutiens populaires. Aujourd'hui, les armes sont plus subtiles, mais l'objectif reste le même, briser la résistance de l'intérieur avant même que l'affrontement ouvert ne débute. C'est là que réside la menace la plus insidieuse. Si l'AES perd la confiance de ses citoyens, si elle ne réussit pas à incarner la légitimité, tout le reste peut s'effondrer. Alliances, armées, ressources. Une souveraineté fragilisée dans les têtes devient vulnérable dans la réalité. Face à ce danger, l'Alliance a fait un choix stratégique. L'information est désormais traitée comme une question de sécurité nationale, aussi cruciale que la défense des frontières. La riposte s'organise, surveillance des réseaux, réponses rapides aux attaques, création d'un récit commun pour affirmer la légitimité du bloc. Pour l'AES, gagner la guerre narrative, c'est défendre le sens même du mot souveraineté. Pour rendre cela opérationnel, l'AES a mis en place une agence régionale de communication stratégique.
Cette agence forme des journalistes locaux, développe des plateformes alternatives et s'appuie sur les réseaux sociaux pour mobiliser la jeunesse. L'objectif est d'éviter le monopole de l'information par des médias extérieurs, souvent perçus comme hostiles. La formation en cyberdéfense fait désormais partie du cursus militaire, preuve que la guerre de l'information est prise très au sérieux. Sous-estimer cette dimension, ce serait offrir une victoire à un ennemi invisible. Dans le monde d'aujourd'hui, l'avenir d'un État se joue autant dans l'opinion que sur les champs de bataille. Mais comment l'AES peut-elle concrètement imposer son récit face à des moyens médiatiques mondiaux? Et que risquent les populations si cette bataille mentale est perdue? Pour renforcer leur image, les trois États multiplient les initiatives culturelles et éducatives. Ils organisent chaque année un festival panafricain itinérant, mettent en avant les héros locaux et soutiennent la traduction de la littérature sahélienne dans plusieurs langues afin de toucher un public international. L'idée est de créer une identité partagée apte à résister aux récits externes. La survie du Sahel est-elle un pari insensé ou la première secousse d'un basculement? Voilà la question qui s'impose désormais, alors que l'Alliance des États du Sahel occupe le cœur d'une lutte où la neutralité n'existe plus. Chaque décision, chaque silence semble condamné à une surveillance féroce, à la contestation, voire à la punition. Il ne s'agit plus seulement de puissance militaire ou de stabilité politique. C'est la capacité d'un peuple à défendre sa souveraineté qui se joue face à un monde où l'ordre prime sur la liberté et où l'autonomie fait peur. L'AES assure que les menaces sur la région sont volontaires, coordonnées, et qu'elles dépassent les seules ingérences étrangères. Elles impliquent aussi la complicité de dirigeants africains décidés à sacrifier l'avenir du Sahel pour préserver leur pouvoir ou leur place dans la hiérarchie mondiale. Pour donner une dimension pratique à cette lutte, l'Alliance a mis en place un observatoire indépendant chargé de surveiller la corruption et les ingérences internes. Ce dispositif est comparable à celui instauré par les pays scandinaves après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Norvège et la Suède ont renforcé leurs institutions pour éviter les coups de force internes et préserver la neutralité de leurs administrations. D'un côté, il y a la tentation d'un retour sous tutelle, habillé de discours sur la sécurité ou le partenariat. De l'autre, le désir d'ouvrir de nouvelles alliances, de renverser le rapport de force, de mettre fin à des cycles où l'argent, l'image et le temps des peuples africains sont méthodiquement dilapidés. Ce n'est plus une simple bataille d'armes ou d'idéologie, c'est une lutte pour qu'enfin l'Afrique décide de son destin, au lieu de le laisser confisquer par des mécanismes invisibles mais implacables. Doit-on voir dans la résistance du Sahel une utopie vouée à l'échec, face à la puissance des intérêts et des pressions, ou au contraire un signe que l'histoire vacille et que refuser la fatalité devient la première condition d'une nouvelle ère? Le choix n'est pas binaire. Poursuivre la rupture, c'est risquer l'isolement, les sanctions, la désinformation, voire la division interne. Mais renoncer, c'est accepter de devenir spectateur de son propre destin, condamné à osciller entre soumission silencieuse et révolte réprimée. La vraie question demeure. La résistance du Sahel est-elle viable face à l'ordre mondial? Ou n'est-elle qu'un ultime sursaut d'un rêve impossible, écrasé sous le poids dossier du pouvoir global? À vous de questionner, de débattre, de refuser les récits trop commodes. Car ce qui se joue ici dépasse le sort du Sahel. C'est peut-être l'avenir d'un continent tout entier. Et si, au bout du compte, l'hiver noir du Sahel devenait le prélude à un printemps africain où chaque décision, chaque épreuve forge une souveraineté retrouvée et une dignité partagée? Il reste à écrire la suite, ensemble.